D'où vient l'inspiration? Quand on crée des histoires, on va piocher dans l'environnement qu'on a autour de nous, mais absolument partout, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qu'on expérimente. Et puis il y a des filaments comme ça, qui gravitent autour de nous, des idées, des paysages, des thématiques, des personnages. Et à un moment donné, certains filaments se rencontrent et ça fait comme une petite explosion. Moi je le perçois comme ça, je le sens vraiment intérieurement. Une petite explosion et là, clac, il y a une histoire. Moi-même dans ma vie, quand je cherche des choses un peu compliquées, que voilà, j'ai des doutes ou je suis en difficulté, je vais relire cette scène qui fait 1 page et demie, je pleure systématiquement et je suis replacée dans ma vérité intérieure. Et c'est comme si j'avais pas écrit cette scène, qu'elle avait été écrite pour moi ou que ce personnage faisait ce qu'il faisait comme un modèle ou un cheminement, un flambeau d'espérance. Et en fait, je suis moi-même accompagnée en permanence par cette scène. Ce qui est un peu magique, ce qui est un peu fou, parce que je sais que c'est moi qui l'ai écrit, mais en fait, ça me dépasse complètement. En tant qu'écrivain, écrivaine, on tisse un monde imaginaire, on voyage avec des personnages qui parfois nous soignent nous-mêmes, nous accompagnent nous-mêmes pour tout un ensemble de raisons. Et le fait de se rendre compte que cet imaginaire a réussi à se connecter à un autre imaginaire, que les gens se sont plongés dans nos histoires, qu'ils ont voyagé avec, et que quelque chose dans leur cheminement a été si profond que cela a répondu à des interrogations en eux, ou cela les a soignés sur certains endroits, où ça a réparé quelque chose, quelqu'un qui te dit mais voilà, j'ai quelque chose en moi qui était cassé, où je savais pas où c'était, a été réparé quand j'ai eu cette histoire. Je veux dire, on est arrivé au bout, quoi. Je veux dire, on va pas être mieux, quoi. Et ça reste incroyable, ça reste bluffant. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Salut, c'est Laetitia et Shannon des éditions Hachette et vous écoutez L'Intention, le podcast où les écrivains révèlent ce qui est au cœur de leur dernier livre et qui a guidé son écriture. Aujourd'hui, nous recevons Siècle Waelban, autrice de romans devenus en quelques années des incontournables de la littérature de l'imaginaire. Férue de contes, de voyages et de philosophie, lauréate des prix Imaginal, des bibliothécaires et Elbakin, Siècle Waelban a publié son 4e roman intitulé Le Cri-Soleil aux éditions Big Bang. Dans ce livre, la romancière imagine un monde plongé dans le froid et les ténèbres, où le soleil n'est plus qu'un lointain souvenir. 3 personnages nous apprennent à y survivre. Nour, un postier nomade, Odanai, la gardienne d'une cloche cathédrale, et enfin Far, un être épuisé par ses sacrifices humanistes qui n'aspire désormais qu'à la solitude et à la liberté. Comment continuer de se battre pour les autres quand on n'a plus de force en soi? C'est la question qui se pose au Cri-Soleil. Alors effectivement, ce roman s'intitule Le Cri-Soleil et la question des Cri-Soleil est au cœur de l'histoire. Pour expliquer un petit peu le contexte, les Cri-Soleil, ce sont des créatures dont l'organisme a été modifié et qui suit désormais un processus de combustion qui va suivre le cycle lunaire et qui vont être capables du coup de projeter vers le ciel une flèche d'incandescence et d'écarter pour un moment donné la couche des nuages qui est extrêmement présente dans ce monde-là, puisque l'histoire se passe dans un monde totalement froid et plongé dans l'obscurité. Ça pourrait être notre Terre d'ici quelques années ou d'ici quelques siècles, parce que des catastrophes climatiques auraient fait en sorte que les nuages masquent le soleil. Et du coup, dans ce monde-là, il y a eu la nécessité de rechercher la lumière à tout prix, ce qui a amené une secte à créer ces Cri-Soleil. Et à la base, ces Cri-Soleil, ce sont des petits-enfants, des enfants en bas âge, qui vont être transformés en ces créatures qui sont toujours intérieurement humaines, mais dont l'organisme modifié va pouvoir suivre ce processus de combustion et repousser pour un moment donné la couche énorme des nuages et ramener la lumière du soleil dans ce monde-là. Et au début de cette histoire, de l'histoire du Cri-Soleil, cette technologie a été bannie. Ça fait des années qu'on ne crée plus de Cri-Soleil, il n'y en a quasiment plus. Il en reste à peine dans ce monde-là. Et d'autres technologies ont été mises en place pour finalement trouver un moyen de ramener la lumière du soleil. Première intention, raconter la quête vitale de la lumière. Far, Nour et Odanai, ce sont les 3 personnages narrateurs de l'histoire du Cri-Soleil. Odanai, c'est une jeune fille qui a 16 ans. Elle vit depuis son enfance dans ce qu'on appelle une cloche cathédrale. Donc dans ce monde qui est plongé dans l'obscurité et dans le froid, une des nouvelles technologies qui a été mise au point, c'est la technologie des vitraux Chiangolin. Et en fait, c'est la création de gigantesques tapisseries de vitraux
qui sont capables d'aller piocher, d'aller chercher derrière la couche des nuages la lumière du soleil et de la répercuter à l'intérieur des habitations. Et donc quand cette technologie est créée, on va pouvoir finalement mettre au point des habitations ou des villages ou des grandes structures dotées de ces vitraux qui vont du coup pouvoir répercuter cette lumière du soleil. Et c'est le cas de la cathédrale dans laquelle vit Oda Danaï depuis qu'elle est née. Et elle vit en fait avec tout un ensemble de petits vieux, de personnes âgées dont elle s'occupe avec beaucoup de tendresse et d'amour, parce qu'en fait c'est aussi un monde où le taux de natalité est de plus en plus faible et a vraiment chuté, et donc les personnes jeunes et les enfants sont très rares, ne sont pas très présents, et du coup elle est cette jeune fille là au milieu de toutes ces personnes qui sont finalement de plus en plus âgées, et elle s'en occupe énormément. Et un point de bascule qui se produit au début de son arc narratif, c'est que il y a un visiteur qui rentre dans cette cloche cathédrale et qui va amener un ensemble de circonstances qui obligent Oda Danaï à partir dans le monde froid, c'est-à-dire à quitter le seul lieu qu'elle ait jamais connu, dans ce monde qui est très hostile à l'extérieur, et aller devoir chercher la vie ailleurs, la communauté ailleurs. Donc ça, c'est son point de bascule. Et on va suivre aussi deux autres personnages narrateurs, le personnage de Nour, qui est un postier nomade, qui est un philosophe épris d'arts martiaux, qui suit la philosophie du serpent, et lui, depuis des années, il s'entraîne à pouvoir braver le monde froid, passer de cloche en cloche, donc de hameau en hameau, avec sa reine Comédie qui l'accompagne, et il va amener les paquets, amener les messages, transmettre des informations. Et en même temps, c'est un très bon vivant, il est très épicurien, il aime énormément sa liberté, sa vie. Et puis il va se trouver confronté à la mort d'une de ses amies proches qui lui confie, juste après son décès, sa petite fille de 4 ans, qui est une petite fille extrêmement dangereuse et dont il a la charge et qu'il doit quelque part essayer de protéger ou de sauver. Et cette petite fille attire toutes les convoitises. Et donc il est absolument furieux parce qu'il n'avait pas du tout prévu d'avoir une enfant dans les pattes, et ça l'empêche de vivre la vie qu'il a envie de vivre, d'exercer sa liberté. Mais il a cette mission avec cet enfant et ça bouleverse tout ce qu'il avait prévu de faire. Et enfin, on va suivre un troisième personnage, qui est le personnage de Phare. Et Phare, c'est le dernier des Cris-Soleil encore en vie. Et il vit dans la dernière, l'ultime Cité-Lumière. Un Cris-Soleil, lorsqu'il réussit à, on va dire, contrôler son feu, contrôler son organisme en combustion, il va pouvoir non seulement écarter cette couche des nuages, mais maintenir un état en fait climatologique tel que l'on va pouvoir bâtir autour de lui une cité-lumière. Et donc Phare est un Cris-Soleil d'exception. Autour de lui a été construite la dernière cité-lumière depuis plus de 20 ans. Et donc le soleil, c'est le seul endroit du monde froid où le soleil est de retour. Et Phare, il a à ce moment-là une 40aine d'années, il a consacré sa vie au service des autres, et il est épuisé de cette vie de labeur, il n'en peut plus, il ne rêve que de s'échapper, de s'en aller pour pouvoir vivre enfin sa propre liberté. Mais qui accepterait de le laisser partir et de perdre l'éclat souverain du soleil ? Deuxième intention, concevoir un livre-objet rempli de symboles. C'est vrai qu'avec ce livre, j'ai la chance d'avoir une couverture absolument magnifique, et même l'objet livre lui-même est magnifique puisqu'il est doté d'un jaspage, une jaspure, et puis de pages de garde illustrées et de 5 illustrations intérieures en noir et blanc, plus des enrichissements intérieurs. C'est le travail d'Elsa Roman, qui est une illustratrice remarquable, qui avait déjà illustré mon précédent roman chez Brajlon, Plein Ciel. Et là, du coup, avec ce nouveau roman, on a fait appel à elle avec l'équipe de Bing Bang Brajlon. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on nous a quelque part donné carte blanche pour un peu discuter ensemble, concevoir ensemble de quoi seraient faites ces illustrations. Donc on a beaucoup discuté avec Elsa, elle a lu le livre bien sûr, mais on a discuté des symboles de l'histoire. C'est un roman avec énormément de symbolique finalement, je pense qu'on va revenir un peu dessus, et du coup de se dire mais qu'est-ce qu'il y aurait sur cette couverture, quelle scène on va représenter, puisqu'on avait la possibilité de représenter 5 scènes en noir et blanc au fur et à mesure de l'histoire. Pourquoi ce seraient des scènes importantes, qu'est-ce qu'elle avait envie de représenter, qu'est-ce que moi j'aurais bien aimé qu'il soit représenté. Et donc on a vraiment marché main dans la main en fait dans la confection de cette, on va dire, de cet univers illustré qui va vraiment magnifier l'histoire et qui lui rend les honneurs de très belle façon, puisqu'on est dans quelque chose d'extrêmement cohérent dans le moindre détail avec l'histoire, et en même temps avec la patte artistique d'Elsa qui est exceptionnelle. Troisième intention, faire entrer les idées en collision.
Qu'est-ce qui m'a inspiré, qu'est-ce qui m'a lancé dans l'histoire de ce roman spécifiquement? Je pense qu'à chaque fois, pour chaque roman, c'est une histoire différente. Et j'aime beaucoup dire que d'où vient l'inspiration, quand on crée des histoires, on va piocher dans l'environnement qu'on a autour de nous, mais absolument partout, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qu'on expérimente. Et puis il y a des filaments comme ça qui gravitent autour de nous, des idées, des paysages, des thématiques, des personnages. Et à un moment donné, certains filaments se rencontrent et ça fait comme une petite explosion. Moi, je le perçois comme ça, je le sens vraiment intérieurement. Petite explosion et là, clac, il y a une histoire. Et donc pour le Christ Soleil, j'avais un filament qui est autour de moi depuis longtemps, qui est vraiment cette idée du service spirituel d'un personnage qui serait dans le service au point d'avoir perdu sa propre humanité. Et qu'est-ce que c'est le prix de ce service-là, comment on est amené à faire l'équilibre ou comment on sacrifie parfois sa propre vie ou sa propre personnalité au service d'un collectif. Et donc j'avais cette idée-là. Et j'étais en voyage à Londres, en Angleterre, et je me promenais, et puis je me suis installée dans une église pour faire une pause, et puis je regardais les vitraux, je trouve que les églises c'est très beau. Et je regardais les vitraux, et j'étais là, et puis d'un seul coup je me suis dit, ce serait marrant d'imaginer un univers, des gens qui vivent entièrement dans une église, une cathédrale, et qui n'en sortent jamais. Et j'étais avec ça, et puis au moment où je me suis dit ça, j'ai imaginé ce personnage de Danae, cette jeune fille, et puis je voyais tous ces petits vieux autour d'elle, et je me suis dit, quand même bizarre que ça se passe comme ça, mais en fait, s'ils étaient enfermés dans cette cathédrale, pourquoi ils seraient enfermés? Je me suis dit, bon, ils peuvent pas sortir dehors, qu'est-ce qui se passe? Le monde est devenu très froid et très nocturne, oui, c'est une bonne idée, etc. Et j'étais avec cette anecdote-là, et puis d'un seul coup, m'est venue cette image, ce filament qui était toujours un peu autour de ce personnage, lui, qui se sacrifie pour tout, et je me suis dit, mais il est venu et je me suis dit, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, lui, il amène la lumière dans ce monde obscur. Et là, il y a eu cette collision. Il y a eu cette Danae qui était là, cette jeune fille qui s'appelait pas encore Danae, qui est dans cette cathédrale, dans un monde entier, le monde entier qu'elle connaissait, c'était cette cathédrale qui était très belle, hein, mais où elle n'avait jamais pu voir autre chose finalement. Et puis cet autre personnage dans un service, et s'il était dans le même monde, quel serait le service suprême? Et bien dans un monde froid, dans l'obscurité, c'est la lumière. Et c'est là qu'il y a eu cette collision. Et à partir de là, il y a plein d'idées qui arrivent, clac, 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 quand il y a eu la collision, une fois qu'il y a la collision. Et ça se passe comme ça pour pas mal de textes, même s'il y a des expériences différentes, et qui sont arrivées. Et ça a été vraiment on va dire la genèse et la création du Christ Soleil. Ce roman a été particulièrement facile à écrire. Il a été particulièrement fluide. Je pense qu'il portait un propos et un parcours de personnage qui m'a énormément inspirée et beaucoup parlé. Et donc j'étais avec chaque chapitre, un chapitre ou deux par semaine. Et en fait, je progressais avec les personnages petit à petit. Et je progressais vers une fin, parce que la force aussi de cette écriture avec ce roman, c'est que ce que j'ai vu de façon immédiate et très forte, une fois que j'ai eu toutes les idées qui sont amalgamées comme ça, c'est la scène finale. Donc la scène finale, elle fait 1 page et demie dans le roman. Et j'étais avec cette scène finale, et pour moi cette scène finale est d'une force incroyable dans mon expérience à moi, et j'allais vers cette scène finale. Donc en fait, quand j'étais en voyage avec mes narrateurs, mes personnages, on allait tous vers cette scène finale, et c'est ça qui a guidé toute l'écriture. Un petit moment par exemple où j'étais un petit peu coincée, c'est un moment dans l'histoire où un personnage tombe dans un ravin, et pendant 15 jours, je n'arrivais pas à savoir s'il était mort ou s'il était vivant. Ce qui s'était passé dans ce ravin-là, voilà. Et j'arrivais pas à avoir la réponse. Tant que j'avais pas la réponse, l'écriture ne pouvait pas reprendre. Donc il y a eu ce moment-là. Mais globalement, ça a été une écriture d'une très grande fluidité, même si bien sûr après j'ai fait intervenir des relecteurs, des relectrices, des bêta-lecteurs, bêta-lectrices, j'ai retravaillé le texte, mais il y a des textes que j'ai réécrits, retravaillés avec plusieurs versions. Ça n'a pas été le cas de celui-là, il a eu 2-3 versions, mais pas vraiment beaucoup plus, parce qu'il était déjà venu avec une précision de l'intrigue, une précision de vécu des personnages dès le tout départ, et ça a été un bonheur d'écriture ce texte. C'est vraiment une montée vers la lumière. 4e intention, offrir un cheminement vers l'espérance intérieure. Eh bien, pour écrire ce livre, quelle était l'intention, la conviction qui dépassait toutes les autres? C'est que je voulais accompagner le personnage de phare jusqu'à cette scène finale de l'histoire, et que je voulais apprendre avec ce personnage et avec d'autres personnages justement comment on traverse cette histoire de personne avec la personnalité et le service du collectif, comment on trouve le sens de son existence là-dedans. Et c'est des personnages qui m'ont beaucoup appris, et donc j'étais
moi j'étais prise dans la traversée avec eux et j'avais envie de continuer cette traversée, de les accompagner dans les interrogations qu'ils avaient, dans les transmutations qu'ils avaient, dans les questionnements. Et j'étais guidée par cette scène finale. Je connais toujours la dernière scène, mais cette scène-là, c'était vraiment particulièrement fort. Et une anecdote là-dessus, c'est que c'est une scène, la scène finale, j'ai quand même écrit un certain nombre de textes maintenant qui sont publiés ou pas encore publiés. C'est très spécial parce que moi-même dans ma vie, quand je traverse des choses un peu compliquées, que voilà, j'ai des doutes ou je suis en difficulté, je vais relire cette scène qui fait 1 page et demie, je pleure systématiquement et je suis replacée dans ma vérité intérieure. Et c'est comme si j'avais pas écrit cette scène, qu'elle avait été écrite pour moi ou que ce personnage faisait ce qu'il faisait comme un modèle ou un cheminement, un flambeau d'espérance. Et en fait, je suis moi-même accompagnée en permanence par cette scène. Ce qui est un peu magique, ce qui est un peu fou, parce que je sais que c'est moi qui l'ai écrit, mais en fait, ça me dépasse complètement. Pour en dire un peu plus sur l'univers dans lequel se situe cette histoire et la fameuse secte du Phénix, on est donc dans ce monde post-apocalyptique, on va dire, où les nuages ont masqué totalement le soleil. Donc ce monde, il est très froid. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas cheminer à l'extérieur, mais que c'est très dangereux de le faire, il faut être bien équipé. Il est plongé dans une obscurité, voire une semi-obscurité constante. Et puis, ces différentes catastrophes climatiques fait qu'on ne peut pas progresser très loin dans ce monde-là. Donc, c'est comme si il y avait des parcelles de cette planète Terre qui sont complètement séparées les unes des autres. On ne sait pas ce qui se passe à 30 km de là, finalement. Et donc du coup, dans cette parcelle-là où se passe l'histoire, il y a plusieurs hameaux cloches qui coexistent et qui sont ces petites communautés plus ou moins grandes, plus ou moins petites, avec chacune leur façon de fonctionner qui survivent. Et avec cette utilisation des fameux vitraux chingolins qui ramènent de la lumière et de la chaleur à l'intérieur des habitations. Et la secte du Phénix, elle a pris le pouvoir des années avant l'existence de ces cloches, de ces communautés, de ces hameaux. Elle voulait répondre à une question très forte qui est l'absence de la lumière et se dire mais en fait l'absence de la lumière c'est inacceptable et donc on est prêt à tout pour ramener cette lumière au sein du monde, y compris à aller utiliser les corps d'enfants qui ont 3-4 ans en les transmutant en cris-soleil. C'est une transmutation dangereuse, il y a beaucoup d'enfants qui meurent lors du processus, et ceux qui ne meurent pas, ensuite sont toujours les mêmes personnes, mais leur organisme est complètement modifié, et puis c'est une modification qui amène de la souffrance, qui amène un processus cyclique, et qui amène une exigence dans leur cheminement de vie absolu, parce que pour survivre déjà à ce phénomène de combustion, et puis ensuite grandir avec ça, et ensuite essayer d'accomplir ce à quoi on est destiné, c'est-à-dire de devenir un cris-soleil dont la combustion n'a pas à être enfermée dans une géode complètement protégée pour ne menacer personne, mais doit avoir lieu au grand air, à l'air libre, et doit être parfaitement contrôlée pour pouvoir amener la lumière. C'est une exigence en fait humaine folle, et cette secte du Phénix, elle va faire tout ce qu'elle doit, aller à tous les extrêmes finalement pour pouvoir créer le plus possible de cris-soleil et les répandre un peu autour d'elle, et ça pose énormément de questions éthiques, ça pose énormément de questions aussi de danger et de questions de comment on se positionne face à la mort, à la disparition, à l'absence de lumière, et heureusement dans ce monde-là plein d'autres gens s'élèvent contre cette secte-là et vont amener d'autres cheminements possibles et d'autres valeurs, d'autres philosophies, et cette secte va finalement être bannie et on n'aura plus le droit de créer des cris-soleil. Mais pendant toute cette étape qui dure à peu près 80 ans, ce règne en fait de la secte du Phénix et cette présence des cris-soleil, on a des miraculeuses cités lumière qui émergent. Du coup, les gens voient le soleil revenir et on les appelle les mangeurs de lumière. Ils deviennent fous de la présence de cette lumière. On le voit bien nous-mêmes quand il fait vraiment sombre, on passe un hiver sans beaucoup de soleil et le printemps arrive, les premiers rayons arrivent, on est tous là dehors à l'extérieur en train de boire la lumière, parce qu'en fait on a besoin de lumière dans un monde où il n'y a plus de lumière. Jusqu'où on va pour la retrouver? C'était un peu ces questions-là, et donc du coup c'est ce que va faire cette secte, et en même temps les cités brûlent, explosent, il y a des explosions de type presque nucléaire à certains endroits, de façon réduite par rapport à ce que ce serait dans ce que nous on connaît, mais bon, c'est extrêmement dangereuse. Donc beaucoup de gens meurent avec ça, mais en fait avec ce processus des cris-soleil, mais en fait c'est irrésistible cet appel de la lumière. Donc c'est cette lutte entre ces différentes philosophies, ces différents besoins que va un petit peu illustrer la secte du Phénix.
transposer les sagesses ancestrales dans la fiction. Le Cri Soleil, c'est un roman qui est inspiré de mythologie, de spiritualité, de cheminement, voilà, comme ça, un peu spirituel. Et on pourrait se dire que c'est une construction d'un monde d'imaginaire, de science-fiction et autres, mais c'est pas si compliqué que ça à avoir travaillé finalement par rapport à d'autres romans d'imaginaire, parce que j'écris aussi de la fantaisie pure et dure dans des mondes complètement inventés, parce que en fait, c'est très inspiré de la réalité de notre monde. Par exemple, il y a la figure du dieu soleil, qui est une figure récurrente dont je me suis inspirée dans cette histoire. On retrouve ça dans plein de civilisations, hein, les enfants soleil mayas, le pharaon Akhenaton, même nous on a le dieu soleil et le roi soleil avec Louis XIV. Il y a toujours cette idée d'une personne qui va être un roi, un empereur, qui va être une personne spirituelle, qui va incarner en lui, en elle, la figure du soleil. Et c'était une des choses qui m'a interrogée au début de la création de cet univers. Je me suis dit, mais si j'avais un personnage qui ne se contentait pas d'incarner, de représenter cette figure du soleil, s'il était réellement dans son corps le soleil, comment ça se passerait, où serait son rôle divin, où serait son rôle humain. Et donc ça vient quand même de quelque chose de très universel. De toute façon, la polarité entre la nuit, le froid, l'obscurité et la lumière, c'est une polarité universelle et extrêmement forte. Et de la même façon, beaucoup de personnages et puis beaucoup des communautés de cet univers vont être inspirés de différentes philosophies. Et ce sont des philosophies qui existent déjà, que ce soit le taoïsme, le bouddhisme, voilà, l'hindouisme, et d'autres, hein, il y en a plein, différents animismes. Ce sont en fait des philosophies qui, chacune à leur façon, vont reprendre des grands principes de l'humanité, qui vont être la recherche de la paix, qui vont être la recherche de l'impermanence, le grand équilibre de la voie du milieu, c'est-à-dire comment on réunit les polarités. On a la polarité du yin, du yang, on a le froid, on a la chaleur, on a la nuit et le jour. Il y a énormément de polarités et c'est la danse du vivant au centre de ces polarités qui est un peu une leçon de vie et qui va revenir sous 1000 formes différentes à travers ces différentes traditions spirituelles, ces explorations philosophiques. C'est des questions que je trouve extrêmement intéressantes et que moi j'ai cheminé un petit peu aussi à la fois sur les routes et à la fois intérieurement. Et du coup, tout ça, c'est quelque chose qui est déjà existant en fait. C'est part de notre monde à nous. Et donc quand j'ai tissé le monde du Cri Soleil, je l'ai vraiment axé sur cette absence de lumière, ce monde dans le froid la nuit. Et cette lumière qui brûle, qui dévore, qui est celle des Cris Soleil, en même temps qui ramène la lumière. Et donc du coup, c'est des très grands principes universels. Donc bien sûr que j'ai construit un monde inventé autour de ça, mais en même temps, on n'est pas dans quelque chose qui emprunte totalement d'un nouvel univers imaginaire avec ses concepts propres. On reste sur j'ai rien inventé quelque part, sur des grands concepts en fait, qui sont recuisinés à la sauce de cette histoire. Se réémerveiller. Je dirais pas que j'ai appris fondamentalement des choses que je ne savais pas, mais je me suis vraiment réémerveillée très profondément de la puissance des histoires, et je le partageais en début de cette interview, du fait que finalement la scène finale m'a guidée tout du long, le personnage de phare m'a guidée tout du long, et que c'est une scène qui, moi, m'accompagne personnellement comme si je ne l'avais jamais écrite. Et il y a ce côté bluffant des personnages qui prennent vie et qui vont avoir leur propre cheminement et leur propre rayonnement. Et moi, c'est une histoire qui vient me nourrir et qui vient m'accompagner comme si elle venait d'ailleurs. Et ça, je savais déjà que ça fonctionnait comme ça. J'ai quand même écrit quelques histoires, je connais un peu les processus créatifs auxquels je m'intéresse beaucoup par ailleurs, et la magie de l'écriture et tout ça. Mais avec ce roman, d'un point de vue presque spirituel, j'allais dire, c'est un texte et des personnages qui sont venus me tenir la main et m'accompagner aussi dans mes traversées de l'obscurité à certains moments. Et ça, je dois dire que c'est peut-être pas un apprentissage, mais c'est un émerveillement. Conversation fictive. Si vous pouviez discuter avec vos personnages. Alors si j'avais la chance de rencontrer un de mes personnages, eh bien j'aimerais bien en rencontrer deux. J'aimerais bien rencontrer Phare et j'aimerais bien rencontrer Cygne. Et j'aimerais converser avec eux ou bien partager avec eux leur ressenti sur le cheminement qu'ils font de la solitude et de l'amour. Et de comprendre un peu
quelle est leur relation et leur expérience face à ces deux des expériences extrêmement fortes qu'ils font tous les deux, celle de la solitude et celle de l'amour, et puis après de la séparation, et puis encore de la solitude et encore de l'amour, et ainsi de suite, comme des boucles. Et je trouve que c'est des questions extrêmement intéressantes, et leur expérience là-dessus, elle est incroyablement forte. Alors bien sûr, j'en décris une partie dans cette histoire, mais il y a certainement toute une partie qui est intérieure à ces personnages, et je serais très curieuse de ça si j'avais l'occasion de leur poser la question. C'est l'heure des cadeaux. J'ai la chance de faire beaucoup de dates de rencontres avec les lecteurs, les lectrices, beaucoup de festivals, beaucoup de dédicaces, et de passer des très beaux moments avec les personnes qui viennent me voir. Et la réaction ou le ressenti ou le partage qui me touche toujours le plus, c'est quand des personnes viennent me voir et me disent qu'en fait, quand ils ont cheminé avec cette histoire, avec ces personnages, ils ont gagné en lumière intérieure, ou que quelque chose en eux a été réparé. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, et donc j'ai la chance d'avoir ces retours-là. Et je pense que c'est la chose la plus incroyable qu'on puisse recevoir en tant qu'écrivain, écrivaine. On tisse un monde imaginaire, on voyage avec des personnages qui parfois nous soignent nous-mêmes, nous accompagnent nous-mêmes pour tout un ensemble de raisons. Et le fait de se rendre compte que cet imaginaire a réussi à se connecter à un autre imaginaire, que les gens se sont plongés dans nos histoires, qu'ils ont voyagé avec, et que quelque chose dans leur cheminement a été si profond que cela a répondu à des interrogations en eux, ou cela les a soignés sur certains endroits, où ça a réparé quelque chose, quelqu'un qui te dit mais voilà, j'ai quelque chose en moi qui était cassé, où je ne savais pas où c'était, a été réparé quand j'ai eu cette histoire. Je veux dire, on est arrivé au bout, quoi. Je veux dire, faut pas être mieux, quoi. Et ça reste incroyable, ça reste bluffant. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. S'il y avait une phrase dans ce livre que je voudrais offrir un petit peu comme un cadeau à mes lecteurs et mes lectrices, ce serait celle-ci. Dans chaque parcelle du monde vivant, sous les couches de gel, de peur et de souffrance, toujours demeurait la lumière. Et donc cette seconde phrase qui me parle aussi beaucoup, elle se prononce ainsi. Voyez le courage solaire, voilà Pharaon qui se présente aux portes du ciel. Et j'aime beaucoup cette phrase. Et la suite ? Après ce roman, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Eh bien, d'autres romans, d'autres histoires, des partages avec les lecteurs, les lectrices autour de ce texte, autour d'autres textes. La richesse des collaborations créatives, j'en ai beaucoup. J'ai des collaborateurs, collaboratrices merveilleux et merveilleuses. Et de continuer d'écrire des histoires, de les porter dans le monde, de les accompagner, de créer tous ces liens autour du monde des livres et des histoires. Je suis déjà dedans et j'espère que ça va continuer, donc je pense que c'est ce qu'on peut me souhaiter de mieux. Si votre livre était une musique ? Alors oui, pour parler du Cri Soleil, je pense à une musique très spécifique qui est le thème principal du film Gravity. Et donc je crois que c'est la piste 16 de ce thème. C'est un thème qui a été composé par Stephen Price, je crois. Et ça dure un petit peu moins de 5 minutes. Et on a vraiment d'abord cette espèce de musique qui est un peu dans l'espace, dans le vide, mais qui nous fait penser à un monde froid finalement. Ce côté un petit peu inquiétant, en même temps un petit peu spirituel. Et puis vers la 3e minute, ça démarre et on a une montée en crescendo incroyable, comme l'ascension d'une pyramide. Et c'est vraiment une musique qui me fait beaucoup penser au Cri Soleil. C'était l'Intention, le podcast des éditions Hachette où les écrivains de fiction, de non-fiction, de BD et de jeunesse révèlent l'intention cruciale au cœur de leur dernier livre. Si cet épisode vous a plu, faites-le savoir en nous envoyant des cœurs, des commentaires sympas et des étoiles, et on vous retrouve bientôt pour un prochain épisode.